Alors, est-ce que je peux vous demander ce que vous faites dans la vie? Je vous en prie. Aujourd'hui, c'est à moi de vous le dire. Au commencement était l'action. Continuez à inventer. Je sais pas ce qui vous attend, je sais pas ce qui va se passer, mais on peut pas tout piloter. Vivez-le à fond. Je suis Sarah Crosetti et vous écoutez La Bascule. Ici, on s'invite dans l'intimité d'hommes et de femmes au parcours inspirant et singulier. On questionne l'art et la manière dont ils habitent le monde, le remettent en question et le redessinent à leur façon. On discute de ce qui les fait vibrer, des moments clés de leur existence où ils ont basculé vers d'autres horizons que ceux vers lesquels on les avait orientés jusque-là. Écoutez leurs témoignages, écoutez-les redessiner le monde, en espérant que cela vous donne à votre tour l'envie de basculer vers de nouveaux horizons. C'est un peu comme si tu voyais déjà le sommet de la montagne en te disant je suis pas capable de l'atteindre, et en oubliant qu'à chaque pas, en fait, tu vas apprendre à chausser des crampons, tu vas apprendre à respirer à 4000 mètres d'altitude, etc., etc. Peu importe, en fait, la montagne. C'est quoi juste là le petit truc qui va te faire que tu vas te mettre en action. Une fois que tu es dans l'action, en fait, tu n'es plus dans la peur. C'est rien de plus que ça, la confiance en soi. C'est je vais savoir faire face et je crois en ma capacité à trouver une solution à l'instant T. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec Céline Chevassus, coach certifiée et spécialisée sur les sujets de confiance en soi. Céline a commencé sa carrière en cabinet de conseil spécialisé dans le luxe, un métier dans lequel elle ne se sentait pas vraiment à sa place. Elle suit alors un coaching en reconversion pour trouver sa voie et se lance elle-même dans des études de coaching sur le sujet de la confiance en soi. Dans cet épisode, Céline nous donne des clés pour travailler notre confiance en nous, la base de tout changement de vie. Elle aborde aussi le sujet de l'entourage, surtout lorsqu'il n'est pas bienveillant, et la thématique des peurs et comment s'en détacher. On répond notamment aux questions suivantes. Comment gérer son entourage? Comment oser quand on a peur? Comment se lancer quand on n'a aucun soutien? Ou encore comment retrouver confiance en nous? Si vous vous demandez quels sont les petits bruits qu'on entend de temps à autre, un troisième invité a fait irruption sur le podcast, c'est le chat de Céline. J'espère que cet épisode vous plaira et vous aidera à révéler votre potentiel. Belle écoute! Bonjour Céline et bienvenue sur le podcast. Je suis ravie de t'accueillir. Dans cette nouvelle saison, on va inaugurer un nouveau format qui est un format un peu d'expert où je vais inviter sur des thématiques assez précises des gens qui sont spécialisés sur le sujet, en plus des témoignages qu'on a l'habitude d'écouter d'ordinaire. Et donc, on commence cette nouvelle saison avec toi. Donc, Céline, tu es plutôt spécialisée sur les sujets de confiance au travail. Tu es une coach certifiée. Et tu es aussi toi-même reconvertie. Tu as aussi fait une bascule il y a quelques années. Merci Sarah déjà pour l'invitation et je suis ravie d'inaugurer ce nouveau format avec toi. Alors oui, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi j'ai commencé par faire une école de commerce et ensuite je suis allée en cabinet de conseil. Donc j'étais dans un cabinet de conseil spécialisé dans le luxe à Paris. J'étais pas du tout à ma place et j'ai mis 2 ans, à peu près 2 ans pour le comprendre. Et j'ai continué ensuite, à chercher un petit peu tout en étant, dans mon job, avant de le quitter sans encore savoir ce que je voulais faire. Et j'ai suivi un coaching en reconversion parce que j'avais absolument aucune idée de vers quoi je voulais m'orienter. Je savais simplement que ce que je faisais, ça m'allait pas du tout, que j'avais envie d'aider plus les gens, de me sentir plus utile. Et je savais aussi que j'avais envie de garder mon blog voyage que j'avais commencé, à créer, quelques années auparavant, que j'avais envie de le professionnaliser et de faire une autre activité à côté. Donc finalement de devenir ce qu'on appelle aujourd'hui, slasheuse et de conjuguer au moins 2 activités. Donc j'ai suivi un coaching en reconversion et c'est comme ça qu'est née un petit peu on va dire ma vocation pour le coaching. Et ensuite, je me suis formée avant de me mettre à mon compte, dans ce domaine. Super. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je t'ai contactée. C'est pour qu'on fasse effectivement une capsule dédiée à la confiance en soi parce que dans ce podcast, on parle beaucoup de bascule, on parle beaucoup de changement de vie. Mais c'est vrai qu'on oublie souvent de dire qu'à la base de tout, il y a quand même la confiance en soi, l'estime de soi et que c'est vraiment primordial pour oser se lancer, pour oser changer de vie, pour oser faire ce dont on a vraiment envie. Et donc, l'idée, c'était de faire avec toi un sujet vraiment dédié à la confiance en soi. Comment prendre davantage confiance en soi, comment oser, comment gagner en confiance en soi. Donc déjà, peut-être pour commencer et pour préciser un peu les choses, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est la confiance en soi? Est-ce qu'il y a une différence aussi avec l'estime de soi dont on parle aussi? Oui, bien sûr. Effectivement, pour se lancer, je pense que c'est encore plus le moment de s'intéresser à la confiance en soi. Parce que, c'est un sujet où tout le monde sait que c'est important d'avoir une bonne confiance en soi et sans en avoir les clés. C'est, malheureusement pas quelque chose qu'on apprend à l'école.
Et puis, on a aussi parfois l'impression que, c'est quelque chose, qui est inné pour certains et d'autres qui l'ont pas, qui ne l'auront jamais. Déjà donc, commençons commençons par démystifier complètement cette croyance. Il y a pas de personne née avec, la confiance en soi. Le sujet vraiment, en fait, c'est quelque chose qui s'apprend comme une compétence, comme un muscle qui se travaille. Donc, message d'espoir pour, toutes les personnes qui pourraient nous écouter et qui se disent: «Non mais j'ai jamais eu confiance en moi». Je l'ai dit aussi, moi aussi, donc, vous inquiétez pas, c'est ça peut se changer. Et oui, en fait, la confiance en soi, c'est vraiment quelque chose qui s'acquiert et si certaines personnes parce que des fois, on se dit: «Bah, telle personne, oui, elle a toujours eu confiance en elle» et effectivement, c'est quelque chose qui se travaille et peut-être qu'on lui a donné des clés dans son enfance ou par son éducation pour avoir confiance et du coup, cette personne-là, aujourd'hui, en fait, ça se voit sur elle qu'elle a confiance en elle, que voilà, qu'elle peut se lancer, qu'elle fait plein de choses. Mais en fait, ça s'apprend vraiment à tout âge. Et surtout, ce qui est important dans ce que tu disais, effectivement, c'est qu'au moment où on se lance, la confiance est vraiment liée au passage à l'action. Et au moment où on se lance, c'est encore plus important de s'intéresser à ce sujet-là parce que quand on est un peu dans notre routine, dans un travail, voilà, qu'on fait depuis quelques années, qu'on est un peu dans notre zone de confort aussi, en fait, la confiance, elle est, en tout cas, on n'en ressent pas forcément le besoin. Et par contre, quand on se lance, c'est là où on se dit où il y a toutes les peurs qui arrivent dessus, il y a le regard des autres, il y a toutes les croyances limitantes, enfin, il y a un peu tout qui nous tombe dessus. On se dit: «Mais non, mais je vais jamais pouvoir y arriver» et c'est là où on se dit: «Ah bah oui, en fait, effectivement, la confiance en moi, c'est peut-être un sujet et il faudrait peut-être que je le travaille». Donc pour répondre à ta question sur ce que c'est exactement la confiance et tu as eu raison de mentionner aussi l'estime de soi. C'est 2 choses qui sont assez différentes et qu'on amalgame un petit peu généralement. Quand on parle de confiance en soi, la confiance pure et dure, c'est en fait la croyance en notre capacité à passer à l'action, à faire des choses, à être capable de faire quelque chose. Donc en fait, c'est pas: «J'ai confiance en moi» ou «J'ai pas confiance en moi», c'est: «J'ai confiance en moi à un moment donné sur un sujet précis». Par exemple, j'ai confiance en moi pour, sortir, dans la rue et marcher, tranquillement. Mais par contre, quand il faut aller voir quelqu'un pour demander une augmentation, par exemple, là, j'ai pas confiance en moi. Et souvent, il y a un petit peu un amalgame qui est fait sur le fait de, bah, en fait, j'ai pas confiance en moi. Comme si on n'avait pas du tout confiance en nous sur aucun sujet et en fait, c'est pas le cas. On a confiance en soi sur certains sujets, on n'a pas confiance en soi sur d'autres. Et ça, une fois de plus, même des personnes qui donnent l'impression d'avoir vraiment confiance en elles, il faut bien se dire une chose, c'est que personne n'a confiance en soi en permanence sur tous les sujets, vraiment personne. Pas même, je sais pas, qui on peut imaginer, Barack Obama ou Emmanuel Macron, personne n'a confiance en soi vraiment sur tous les sujets. Donc une fois de plus, c'est cette croyance en fait en nous-mêmes de se dire: «Bah, je vais être capable de passer à l'action, je vais être capable de réagir en fonction de ce qui se passe parce que peut-être que je vais échouer, mais c'est pas grave, j'ai confiance en moi pour passer à l'action», en fait. Et l'estime de soi, c'est un petit peu différent, c'est plus lié à la valeur que l'on s'apporte. C'est en fait, si on devait résumer, c'est un peu le côté, à quel point je m'aime finalement, tu vois? L'estime de moi, c'est à quel point je sais que moi j'ai de la valeur en tant que personne, que toi tu as de la valeur, que toi telle autre personne a de la valeur. Donc ça va être une question de valeur alors que la confiance, ça va plus être une question de passer à l'action et de croyance en nous-mêmes pour, dans un acte, en fait. Les 2 sont hyper importants pour, quand tu me parlais de lancer un projet, en fait, les 2 sont ultra complémentaires. La confiance, elle va t'aider à faire le premier pas pour te lancer ton projet et ensuite, enclencher un cercle vertueux finalement et l'estime de soi, elle va être importante pour savoir que en fait, que tu échoues, que tu réussisses, ben, tu auras quand même de la valeur. Si quelqu'un vient te chercher, le regard des autres vient te chercher, ben, en fait, tu as quand même de la valeur. Donc les 2 sont vraiment des bases hyper importantes à construire quand on a envie de se lancer dans un nouveau projet ou de changer de vie. Du coup, toi, quand les coachés viennent te voir pour un sujet de confiance, donc parce que ils manquent de confiance en eux pour lancer un projet ou pour changer de métier ou pour faire une action quelconque, par où tu commences? On commence par clarifier, justement. Ça veut dire quoi pour toi, en fait, ne pas avoir confiance? Tu vois? Et généralement, on se rend compte que, parce que c'est l'exemple que je te donnais pour marcher dans la rue. Souvent je dis: «Mais, est-ce que tu as confiance en toi quand tu vas marcher dans la rue?» Généralement, la réponse, elle est oui. Ou est-ce que tu as confiance en toi pour te faire réchauffer un plat? La réponse, elle est souvent oui. Donc on va chercher déjà en fait, c'est sur quoi tu as pas confiance en toi? C'est dans quelle situation? Face à quel, type de personne potentiellement?
face à quel, type de projet? Et en fait, on se rend compte que c'est des choses très, très précises et qu'il y en a pas beaucoup. Et c'est là où on va voir, ben, c'est quoi le plus important à traiter et puis des fois ça se recoupe aussi et on se dit: «Ah, ben en fait, OK, c'est, au moment de faire quelque chose qui te sort de ta zone de confort, là, c'est toujours compliqué. OK, bah, alors du coup, qu'est-ce qu'on peut, se fixer comme objectif, de coaching?» Puisqu'en coaching, on est vraiment sur du passage à l'action donc on travaille sur un objectif donné et ensuite on fait les petits pas, ensemble jusqu'à l'objectif, en levant les freins, en levant les blocages qui peuvent, survenir et en s'appuyant sur, bah, toutes les compétences, tous les talents que peuvent avoir mes coachés et souvent ils en ont pas conscience. Puisque évidemment il y a un problème souvent d'estime de soi qui va avec. Mais l'idée c'est ouais, c'est vraiment de clarifier et de se dire: «OK, sur quoi en fait tu veux qu'on travaille concrètement? Sur quoi tu as besoin de prendre confiance?» Oui, parce que souvent, c'est lié, enfin, quand tu n'oses pas, c'est aussi lié généralement à un problème de peur. Et en tout cas, dans le lancement de projet ou dans le changement de vie, les peurs les plus courantes, c'est bah, les peurs de rater, les peurs d'échouer et les peurs de qu'est-ce que vont penser les autres. Toi, est-ce que c'est quelque chose que tu retrouves aussi dans ce qu'on te confie? Ouais, bien sûr, en permanence. La peur d'échouer, tu l'as dit, la peur du regard des autres, la peur de se tromper, la peur, aussi on en parle un petit peu moins et souvent elle est cachée, mais de réussir. En fonction de, ça c'est assez courant aussi quand, tu vois, en fonction du milieu social, si on a peur de faire mieux par exemple que sa famille, mieux que ses parents, de gagner plus d'argent, ce genre de choses. La peur de l'échec, tu le disais, c'est l'une des plus importantes et forcément parce qu'aussi on est dans une culture alors moi je suis pas trop à accuser on va dire les circonstances, mais on le fait est qu'on est quand même dans une culture qui fait de l'échec un problème et qui donne une signification vraiment très particulière à l'échec. L'échec, c'est un problème, l'échec, ça veut dire quelque chose de toi, et quelque chose de négatif, sinon c'est pas drôle. Donc ouais, c'est une des très grosses peurs. Il y a la peur de manquer aussi, dont on n'a pas parlé, mais qui est évidemment, hyper importante, surtout quand on se lance dans un nouveau projet et celle du regard des autres effectivement, ça c'est la clé même quand il y a pas forcément, tu vois, de nouveaux projets ou, quand j'ai des coachés qui viennent me voir vraiment sur, purement la confiance en soi au travail, parce qu'ils viennent de prendre un nouveau poste ou, la peur du regard des autres, elle est là en permanence aussi, ouais. Est-ce que tu aurais peut-être un exercice bah, pour la peur de l'échec principalement et la peur du regard des autres, si tu as envie de travailler ces sujets-là en particulier? Ouais, bien sûr. Alors sur la peur du regard des autres, avant qu'on je vais te proposer un exercice que j'aime beaucoup faire, qui est vraiment valable avec toutes les peurs en fait, celles dont on a parlé, mais ça peut être, n'importe quelle peur que vous pouvez ressentir dans votre quotidien. Sur la peur du regard des autres, il y a quelque chose qui est, hyper importante, souvent dont on ne se rend pas compte. C'est que, la peur du regard des autres, en fait, elle est importante à nos yeux et elle va nous toucher que parce qu'elle est le miroir, en fait, de notre propre regard. Alors c'est, dit comme ça paraît un peu bizarre. En fait, concrètement, si par exemple, tu vois, je me lance dans un nouveau projet, j'ai envie de me reconvertir et que j'ai peur qu'on me dise que, je vais pas y arriver, par exemple. Une personne qui va avoir la certitude, qui va se dire: «Non mais de toute manière, je vais faire tout ce que je pourrais pour y arriver, c'est sûr que je vais y arriver parce que je suis persévérante», tu vois? Globalement, qui aura, confiance en elle. En fait, la peur du regard des autres, elle sera pas là parce que dira: «Bah, OK, oui, bah, vous avez le droit de penser ça, mais moi, c'est pas du tout mon opinion». Le sujet, il vient seulement quand la personne, elle vient te dire quelque chose que toi, au fond de toi, tu penses vrai. Et du coup, si toi, effectivement, tu te dis: «Ouais, non, mais bien sûr, en fait, moi aussi, j'ai super peur de pas y arriver», c'est là, en fait, où ça va être problématique. Et d'où l'importance de bâtir, un socle vraiment de confiance et d'estime de soi avant de démarrer un projet ou en démarrant un projet, pour justement faire en sorte que, ce qui est autour de nous, en fait, vienne pas nous affecter, enfin, en tout cas, ne joue pas contre nous, quoi, ne vienne pas, faire effet miroir négativement, on va dire. Oui, en gros, le regard des autres, il fait écho que quand toi-même, tu manques de confiance ou tu es persuadé que tu vas rater. Ouais, c'est complètement ça et je pense que ce qui est important aussi de se dire, c'est de s'en servir. Une fois qu'on sait ça, c'est de se dire: «Ah bah tiens, là je remarque qu'effectivement, j'ai peur qu'on se dise que je suis ridicule dans cette situation quand je prends la parole en public», par exemple. OK, ah bah en fait, c'est parce que moi je le pense. OK, bah du coup, comment je peux faire? Parce que autant le regard des autres, ce que les autres vont penser, tu peux essayer d'avoir une influence dessus, mais globalement à 99 c'est vain. Puis ce qu'ils pensent, ce qu'ils ressentent, ça dépend pas de toi. Autant quand ça revient à toi, ça, tu as du pouvoir dessus.
Et du coup, c'est utiliser un peu la peur du regard des autres en se disant: «OK, en fait, c'est un miroir, donc ça me montre, en fait, ce qui est en moi et du coup, bah, qu'est-ce que je peux faire moi pour travailler là-dessus? Qu'est-ce que je peux faire pour avoir plus confiance en moi? Qu'est-ce que je peux faire pour, me dire que oui, je vais réussir? Qu'est-ce que je peux faire pour être de mon côté? Qu'est-ce que je peux faire pour être mon allié?» tu vois? Et donc justement là, qu'est-ce que tu conseilles comme, exercice concret? Alors pour les peurs, moi, il y a un exercice que j'aime bien faire, c'est celui du pire scénario. En fait, c'est un petit framework où un petit framework, vous faites, 4, 4 co un tableau de 4 colonnes et pour chaque peur, donc là, vous pouvez noter, toutes les peurs que vous avez, que ce soit la peur de l'échec, la peur du regard des autres, des peurs comme, je sais pas, la peur de prendre le train toute seule, enfin voilà, peu importe, toutes les peurs possibles et inimaginables et de se noter, en fait, dans chaque colonne, quel va être le pire scénario, le meilleur scénario, le plus probable et le moins probable. Donc déjà, rien que ça, de noter par écrit, ça c'est quelque chose que je dis en permanence à mes coachés: «Notez, notez, notez par écrit». Ça permet de poser en fait tout ce qui est, souvent c'est un peu, complexe dans la tête, c'est pas forcément très clair, ça prend beaucoup de place parce qu'on rumine constamment et on a l'impression de pas avancer. Quand on pose par écrit, c'est comme si on défaisait un petit peu le fil et tout devient plus clair et ça permet aussi de se mettre, face en fait à ces peurs en les notant, en notant, tu vois, par exemple, la peur de l'échec, c'est OK, c'est j'ai peur d'échouer dans quoi? J'ai peur qu'il se passe quoi concrètement? Donc, par exemple, pour un lancement de projet, j'ai peur que, au bout d'un an, par exemple, je sois à zéro de chiffre d'affaires, par exemple, ou je me fasse, moins de 1 000 € de chiffre d'affaires et du coup, je peux pas en vivre au bout d'un an. OK, donc le pire scénario, qu'est-ce que ce serait? Ce serait que, en fait, je fais vraiment zéro chiffre d'affaires, j'ai aucun client. Dans un an, je suis en pleine dépression parce que j'ai pas réussi à avoir, mon premier client. Le meilleur scénario, c'est que, ça marche, rapidement, que, je fasse, tant de chiffre d'affaires, par exemple, à la fin de mon année et cetera et cetera. Le plus probable, hein, c'est que, bah, ça dépend, va dépendre de chacun, mais peut-être que en fait, je vais avoir quelques clients, que ce sera pas ou tout blanc ou tout noir. Je vais avoir quelques clients et puis, je vais peut-être pas en vivre dès la première année, mais en tout cas, ce sera sur la bonne voie et le moins probable, par exemple, c'est, que vraiment j'ai, absolument zéro client ou au contraire que je fasse 1 000 000 € de chiffre d'affaires dès la première année, peu importe et ensuite, on va aller se concentrer sur, déjà ça permet de prendre du recul, de dézoomer et de se dire: «OK, ouais, OK». Donc déjà, le moins probable, souvent et le pire scénario, c'est un peu les mêmes. En tout cas, le pire scénario n'est clairement pas le plus probable. Une fois qu'on a vu ça, qu'est-ce qu'on fait avec le pire scénario? On va venir se demander, sur une échelle de 1 à 10, à quel point ça impacterait notre vie. Donc là, on va aller se demander, dans le cas du pire scénario, sur une échelle de 1 à 10, à quel point, en fait, ça va affecter notre vie. Est-ce que ça va être, 1? Est-ce que ça va être 7? Est-ce que ça va être 10? Généralement, c'est rarement 10 en fait. Ça permet ça aussi de relativiser, même si c'est une note élevée, c'est pas non plus 10. Ça signifie pas forcément la fin de notre vie complètement. C'est vraiment ce que le cerveau, en fait, essaie de nous faire croire parce que les peurs, c'est quelque chose qui est très ancien, en fait. On a encore un cerveau qui fonctionne, comme au temps préhistorique où, pour lui, la peur, en fait, c'était synonyme, c'était, alerter sur un danger qui était synonyme de mort et ça voulait dire la peur quand on se faisait courser par un bison, mais c'était aussi, la peur du regard des autres parce que ça voulait dire, bah, en fait, si j'ai pas peur si je m'intègre pas au groupe, je vais être seule et du coup, je vais être seule face aux bêtes sauvages. Donc en fait, toutes les peurs étaient synonymes de mort et ça, au fond, notre cerveau reptilien, en fait, l'a toujours gardé. Donc cet exercice, il permet de relativiser l'impact de relativiser les pires scénarios parce que finalement, dans la plupart des cas, ça signifie pas, mettre à mal ton intégrité physique, tu vas pas mourir pour autant, tu vas pas être blessé pour autant. Et la dernière chose qui est hyper importante, de faire dans cet exercice, c'est de se dire: «OK, si le pire scénario arrive, qu'est-ce que je pourrais faire? Qu'est-ce que je pourrais faire si ça arrive?» Parce que une fois de plus, notre cerveau qui est en mode toujours ou tout blanc ou tout noir et surtout très négatif, il est câblé pour ça parce qu'une fois de plus, c'était nécessaire à sa survie. Il va se dire: «En fait, si mon pire scénario arrive, si vraiment je fais zéro de chiffre d'affaires, que je suis en pleine dépression l'année prochaine, je ne pourrai rien faire. En gros, c'est la fin de ma vie parce que toute ma vie, je vais faire zéro de chiffre d'affaires et toute ma vie, je vais être en dépression». Alors que concrètement, tu auras toujours plein d'options possibles. Peut-être que tu pourras, tester de nouvelles choses pour développer ton business. Peut-être que si tu es trop en insécurité par rapport à l'argent, tu pourras prendre un petit job alimentaire à côté.
Peut-être que tu pourras, reprendre ton job d'avant, peut-être que tu pourras demander de l'aide à des personnes. En fait, il y a toute une, source de enfin, tout un panel de possibilités qui se présentera à toi. Mais ça, le cerveau, il va pas te le montrer si tu vas pas le chercher, si tu lui poses pas les bonnes questions. Donc cette question, elle est vraiment super importante, la dernière question de l'exercice: «Qu'est-ce que je pourrais faire si le pire scénario arrive? Comment je reprendrai, la main, en fait, sur les choses?» Ouais, ça c'est très vrai. Je trouve que tu as tendance à enfin, souvent quand tu as pas encore passé à l'action, à projeter énormément de choses, à te projeter à la rue, sans domicile et tout ça, alors qu'en fait, bah, non, tu vas juste, prendre un mini risque, qui n'a absolument rien à voir avec tout ce que tu peux anticiper et comme tu dis, il y a énormément de plans B avant que vraiment ton pire scénario se passe et la plupart du temps, effectivement, il n'arrivera jamais. Donc ça, ouais, je trouve que c'est très vrai et surtout, tu développes aussi une capacité d'adaptation de dingue, dont tu as pas forcément confiance quand tu es encore dans ta zone de confort et que tu oses pas. Tu as l'impression que tu seras incapable de faire quoi que ce soit alors que quand tu es devant une difficulté, finalement, tu as beaucoup plus de ressources que ce que tu pensais. Complètement, c'est un peu comme si tu voyais déjà le sommet de la montagne en te disant: «Bah, je suis pas capable de l'atteindre» et en oubliant qu'à chaque pas, en fait, tu vas apprendre à chausser des crampons, tu vas apprendre à respirer à 4000 mètres d'altitude et cetera et cetera et en fait, ça s'apprend, sur le chemin et le seul truc qui est important au final et ça, enfin, je pense qu'il y a un enseignement à retenir, c'est vraiment ça, c'est de faire le premier petit pas. C'est en coaching, je bassine mes coachés avec ça, c'est toujours: «OK, c'est quoi le premier petit pas que tu peux faire?» Peu importe en fait la montagne, c'est quoi juste là le petit truc qui va te faire que tu vas te mettre en action? Parce que ce que tu disais tout à l'heure, c'était hyper juste, c'est, une fois que tu es dans l'action, en fait, tu es plus dans la peur. Il y a comme une opposition vraiment entre les 2. Quand tu es dans la peur, en fait, c'est que tu es dans ton mental, que tu es figé, à l'instant T et que tu es juste dans ton mental et une fois que tu passes à l'action, il y a plus de peur, en fait. Ou elle va revenir un petit peu plus tard, mais ce sera pas la même et puis tu sauras la gérer et tu te mettras aussi en action pour combattre tes peurs et tu vois, on parlait de confiance en soi tout à l'heure sur le fait de, la croyance en notre capacité à passer à l'action et en fait, c'est vraiment ça, c'est un cercle vertueux. Une fois que tu commences à faire un premier petit pas, tu te dis: «Ah bah tiens, en fait, je suis capable de faire juste ça. C'est un tout petit truc, mais ça, j'en suis capable» et du coup, ça va te créer un cercle vertueux pour te dire: «Bah, je suis capable peut-être d'un deuxième truc et ensuite le troisième et ensuite le quatrième et c'est comme ça que finalement tu développes ta confiance en toi, en fait et pour se lancer dans des nouveaux projets, c'est hyper important parce que en fait, surtout, quand que ce soit dans l'entrepreneuriat ou quel que soit, ce qu'on fait qui nous sort de notre zone de confort, on va apprendre en permanence. On sera en permanence confronté à de l'inconnu, à des choses qu'on ne sait pas faire. Donc elle est super importante cette croyance de se dire: «Bah, en fait, je vais savoir apprendre». C'est rien de plus que ça la confiance en soi, hein. C'est je vais savoir faire face et je crois en ma capacité à trouver une solution à l'instant T, à réajuster s'il faut, à pas me trouver complètement démunie et à pas bloquer et à pas rester figée au final. Et il y a un sujet qu'on n'a pas encore, évoqué, mais qui, je trouve, est quand même assez en lien avec la confiance en soi, qui est, l'entourage. Parce que, en tout cas, moi, pour l'avoir vécu en changement de vie, je sais à quel point c'est important, d'avoir un entourage bienveillant et à quel point c'est impactant d'avoir un entourage, pas forcément malveillant, mais en tout cas qui projette ses doutes sur toi. Est-ce que tu as peut-être, des recommandations, des conseils ou des exercices, là encore, sur comment faire face à son entourage, comment gérer son entourage quand on a envie de changer de vie? Ouais, c'est hyper, hyper important. Déjà parce que souvent quand on n'a pas confiance en soi, bah, on n'est pas toujours de son côté quand il faut lancer un projet et si en plus on a l'entourage qui n'est pas de notre côté non plus, forcément, il y a quand même plus de chances de pas réussir et de pas aller au bout, que quand on est de son côté et qu'on a d'autres personnes qui sont de notre côté aussi. Donc c'est effectivement, c'est hyper important. Je pense que déjà la première chose qui peut paraître hyper basique, mais c'est vraiment de se forcer, de faire l'effort à côtoyer les personnes en fait qui croient en nous, qui vont nous aider. Et ça, quand je dis ça, ça peut paraître un peu anodin en se disant: «Bah oui, mais j'ai personne autour de moi». En fait, on a l'impression qu'il faudrait que ce soit, par exemple, notre conjoint, notre conjointe, nos parents, nos meilleurs amis qui croient en nous et tant mieux si c'est le cas et ça, c'est hyper chouette, mais si c'est pas le cas, ça peut être d'autres personnes aussi. Ça peut être peut-être, tu vois, moi, pour te donner un exemple, j'avais une amie de ma mère qui était hyper supportive et qui m'a énormément aidée, alors bien avant que mes parents croient en mon projet de reconversion et en fait, c'était OK, je la connaissais pas tant que ça,
Mais j'ai fait l'effort de passer plus de temps avec elle, d'aller chercher entre guillemets «son soutien», tu vois? Et de choisir de m'entourer et de passer plus de temps avec les personnes, en fait, qui croyaient vraiment en moi. Moi, j'ai eu la chance, c'était le cas de mon conjoint aussi, donc je me cantonnais à ça. J'ai eu des amis qui me suivaient pas forcément dans mon projet, qui y croyaient pas. C'est des personnes avec lesquelles je ne parlais pas de mon projet. Parce que je savais que elles allaient projeter leur peur sur moi, qu'elles allaient, me dire: «Ah bah, tu en es où?» Ou «Ça a pas trop avancé» et que c'était pas forcément malveillant. Mais moi, ça m'aidait pas. Donc j'allais chercher les personnes qui m'aidaient en fait, qui étaient avec moi, qui étaient dans mon bateau en fait. Et ça, je pense que c'est important, tu vois? L'idée, c'est pas d'arrêter de côtoyer complètement si on n'en a pas envie, les personnes qui sont pas soutenantes, mais c'est de savoir poser les limites et de dire très simplement, par exemple, ça, c'est un truc que j'aime bien conseiller, c'est de se dire de préparer un peu des phrases, tu vois, toutes faites. Genre, quand on vient te demander, «Ah bah, alors t'en es où? Tu as de nouveaux clients? Tu as combien de chiffre d'affaires?» Ou tu vois, quand on vient un petit peu te chercher sur des sujets, si c'est touchy au début parce que toi, tu pas forcément confiance parce que tu te dis: «Bah, j'aimerais bien en avoir plus pour l'instant, mais j'en ai qu'1 ou 2 des clients». Bah, en fait, c'est de dire, des phrases, un peu toutes faites du genre, bah, «J'ai plein de nouvelles opportunités qui se dessinent» ou «Ouais, je suis contente, j'apprends tous les jours et j'ai plein de choses là qui vont se concrétiser» ou des choses comme ça et puis de pas s'éterniser en fait. C'est toi qui choisis, ce que tu dis ou ce que tu ne dis pas et tu as le droit de ne pas t'engager dans une conversation si tu en as pas envie, en fait. Je pense que c'est important ça de vraiment de se dire: «C'est toi qui partages ce que tu veux ou ce que tu veux pas partager» et tu as le droit, même à tes parents, même à ton conjoint, de ne pas en parler si tu penses que ça va pas te faire de bien. Ça, je trouve ça hyper important et d'ailleurs, tu me demandais un petit exercice, un truc, tout simple qui est assez radical, c'est de se faire un petit tableau, en fait et de toutes les personnes que tu croises autour de toi, enfin, qui font partie de ton monde. Donc ça peut être, ta famille, ça peut être, ton évidemment, ton foyer, ça peut être tes amis, ça peut être tes collègues, ça peut être tes voisins, en fait, si tu les croises régulièrement et de voir un petit peu, tu vois, aujourd'hui, bah, lesquels sont soutenants, lesquels le sont moins. Qu'est-ce que tu peux faire, en fait, pour aller chercher les personnes qui te soutiennent le plus? Et évidemment, travailler sur toi pour être ton premier soutien, ça aussi, c'est hyper important. Mais ne pas négliger, en fait, on parle, tu as sans doute déjà entendu la phrase: «On est la somme des 5 personnes qu'on côtoie le plus». Ces 5 personnes, en fait, on les choisit, qu'on le veuille ou non. Et si, il y a une personne aujourd'hui, c'est tu vois, dans ce tableau, de dire: «Bah, c'est quoi les 5 personnes?» Bah, là, j'en ai 2 sur 5 où ça m'embête un petit peu parce qu'elles sont pas forcément soutenantes ou elles croient pas trop en moi ou elles-mêmes, elles sont pleines de peur, du coup, j'ai pas envie que ça rejaillisse sur moi. OK, bah, comment tu peux les remplacer? Non pas en les éliminant de ta vie si tu n'en as pas envie, mais comment tu peux faire pour être avec des personnes qui soient encore plus soutenantes, en fait et qui soient comme tu les voudrais? Donc ça peut être tout simplement, tu vois, c'est, écouter ton podcast La Bascule, c'est, suivre des coachs sur internet qui te parlent beaucoup, enfin qui te parlent vraiment, qui Oui, parce que ce que j'aimais bien quand on a préparé le podcast que tu disais, c'est qu'on dit souvent effectivement, c'est les 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps, et cetera. Mais en fait, toi, ce que tu précisais, c'est que c'était pas forcément les personnes physiques et que ça pouvait être, par exemple, un podcast que tu écoutes, c'est une personne qui t'entoure, enfin quelqu'un que tu suis sur les réseaux et je suis assez d'accord avec toi parce que moi, il y a des gens que je suis sur les réseaux qui sont presque plus proches, que ma famille ou mes amis parce que, bah, quotidiennement, il m'insuffle une énergie, en fait et ça, je trouvais ça pas mal parce qu'on fait rarement, cette petite distinction. complètement. C'est exactement ça. En fait, on se dit: «Les personnes qu'on côtoie le plus, c'est forcément c'est presque, physiquement». Alors qu'en fait, c'est en termes de temps. Donc si tu passes, ton temps à écouter des podcasts ou à te nourrir de choses tu vois, qui te motivent, d'interviews inspirantes, de personnes qui se sont lancées elles aussi, de suivre moi j'avais plein de podcasts où je les écoutais en boucle et en fait, mon entourage était pas du tout, tu vois, même quand j'ai commencé, à m'intéresser au dev perso. J'avais personne dans mon entourage qui s'y intéressait, mais c'était pas grave, j'avais, ma petite vie à moi, dont je parlais à pas grand monde d'ailleurs. Mais en fait, les 5 personnes, que je côtoyais le plus à l'époque, c'était des personnes comme David Laroche ou Tony Robbins et qui parce que en fait, je regardais leurs vidéos tous les jours et chaque petit pas tous les jours, ça faisait que ça m'insufflait une nouvelle énergie qui était vachement plus positive que des personnes qui étaient autour de moi. Et en fait, c'est OK, mais c'est une fois de plus, c'est à nous de choisir qui on va chercher, avec qui on passe du temps et que ce soit en physique ou en distanciel. Et profiter des réseaux, parce qu'on en parle beaucoup d'un point de vue négatif, profiter des réseaux pour se nourrir de choses qui vraiment nous inspirent, en fait.
Une dernière question quand même rituelle que je pose à tous les interviewés, c'est quel est ton conseil principal pour les gens qui ont envie de basculer? Alors, très bonne question et je crois que je dirais, évidemment parce que c'est mon sujet, mais parce que j'en vois l'importance vraiment au quotidien et parce que je suis passée par là aussi. Je dirais vraiment, en fait, faire le choix de travailler sur soi pour travailler sur la confiance si c'est un sujet qui a un blocage ou qui est pas encore «acquis» entre guillemets. Parce que ça change absolument tout dans notre relation vers nous-mêmes qui est tellement plus apaisée, dans notre relation aux autres évidemment aussi, et puis dans les projets en fait. Quand on sait quand on a cette conviction qu'en fait on peut faire face à presque tout et que, on saura gérer et qu'on se fait confiance pour être dans notre équipe, même si on ne sait pas gérer, même si on échoue, c'est vraiment, ça change tout pour moi. Donc ouais, je dirais ça. Commencez par travailler sur votre confiance en vous. Merci beaucoup Céline. D'ailleurs sans trop en dire, on te reverra sûrement, très prochainement puisqu'on a travaillé ensemble tout l'été sur une formation sur la confiance en soi. En attendant, pour ceux qui veulent en savoir un peu plus sur toi, il y a ton compte Instagram, Céline Chevassu, Coach, tiré ouais. coach, ouais, et tu as aussi un site internet où on peut retrouver, pas mal d'infos sur toi. CélineChevassuCoaching.com et après sur mon podcast, Bulle de coaching aussi, qui est dispo sur toutes les plateformes et où ce sont des petites thématiques de coaching que j'aborde d'un point de vue, pratico-pratique avec des exercices pour justement passer à l'action. Super, et je remettrai tous les liens dans la description du podcast. Merci beaucoup à toi et à très bientôt. Merci Sarah, à bientôt. Pour retrouver toutes les références et les ouvrages abordés dans ce podcast, rendez-vous dans la description du podcast ou sur le compte Instagram La Bascule Podcast. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser 5 petites étoiles ou un mot doux sur Apple Podcast. À bientôt pour de nouveaux épisodes de La Bascule.